Bonjour à tous, merci. On va commencer cette journée par une table ronde introductive sur le bio-GNV, une solution qui est déjà mature, mais un cadre réglementaire à conforter. L'intérêt du bio-GNV sur les poids lourds et la mobilité lourde est particulièrement intéressante en Île-de-France. Et on a pour accompagner donc, cette table ronde 4 acteurs. Anne-Laure Charpenay, vous êtes présidente de France Mobilité Biogaz, vous êtes directrice de la transition énergétique sur les transports à la poste, vous avez pris vos fonctions dernièrement et vous êtes particulièrement investie sur la mobilité au bio-GNV en Île-de-France notamment. En quoi est-ce que ce bio-GNV est une solution qui est mature et qui correspond aux usages du transport lourd, particulièrement francilien? Oui, bonjour, merci pour cette question. En fait, le bio-GNV, il y a 3 points. On peut citer 3 points. Le premier point, c'est qu'il y a une gamme de matériel qui sont des bus, des cars, des BOM, des camions, qui est mature et qui s'appuie sur plusieurs constructeurs. Le deuxième point, c'est que les autonomies sont importantes. Pour un poids lourd, par exemple, ça va de 800 à 1500 km entre 2 avitaillements, ce qui est une solution très, très intéressante pour les transporteurs, que ce soit les transporteurs publics ou privés. Et le troisième point, c'est que le réseau de stations devient de plus en plus dense. Aujourd'hui, nous avons près de 800 stations en France et métropolitaines, dont plus de 400 chez des acteurs privés. Donc, c'est l'ensemble de ces 3 points qui font que la solution est mature. Merci. Et pourquoi vous considérez que pourquoi la filière considère que les outils législatifs français et européens n'accompagnent pas suffisamment le déploiement de cette filière? Alors, il y a 2 points. Le premier, c'est en France, nous attendons de pied ferme depuis déjà plusieurs mois, voire années, l'IRIC qui va nous permettre de développer plus sereinement la filière de méthanisation en France et donc les usages pour la mobilité. Au niveau de l'Europe, un point très important aussi qui brouille la visibilité pour l'ensemble des acteurs, c'est le règlement CO2 des véhicules lourds qui fait l'objet d'une clause de revoyure en 2027. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que ce règlement soit assoupli. C'est un objectif de décarbonation qu'il faut suivre et non pas une solution. Et donc, c'est ce qu'on appelle la neutralité technologique. Et pour vous, quels seraient les risques d'un décrochage de cette politique du bio-GNV pour les territoires franciliens? Le risque, il est évident. De nombreux investissements ont été faits depuis plusieurs années. Nous avons aujourd'hui, par exemple, 39 000 véhicules qui roulent au biogaz en France. Ce sont des investissements d'acteurs privés. Il y a également des investissements côté public. Et ça me paraîtrait embêtant de mettre tout ça à la poubelle pour dire, ben voilà, c'est plus la solution d'avenir. Et pour conclure, quel message vous souhaiteriez adresser aux élus nouvellement en poste sur l'Île-de-France? Alors, pour un certain nombre d'élus en Île-de-France, le bio-GNV, c'est une réalité très concrète. Ce sont des méthaniseurs qui apportent des compléments bienvenus aux agriculteurs. C'est une énergie qui est issue de l'économie circulaire, donc du ramassage de déchets des uns et des ménagers des uns et des autres. C'est enfin une énergie française et souveraine, et ça, c'est un point très important aujourd'hui qu'il faut rappeler. Donc, nos élus, en fait, ils sont en première ligne pour voir tous les bienfaits du bio-GNV et pour porter cette bonne parole au niveau national et européen. Merci beaucoup. On parlait justement d'outils, de stations. Reza Mesrali, vous êtes directeur de la SEM CIGEIF Mobilité. C'est un outil opérationnel au service des collectivités franciliennes qui sont portées par le CIGEIF. Pourquoi pensez-vous pourquoi de nombreuses collectivités franciliennes ont fait le choix du bio-GNV selon vous? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je crois qu'il y a plein de raisons en fait pour le choix du bio-GNV. Alors, je ne reviens pas sur les qualités du carburant qui ont déjà été évoquées, puis je pense qu'on y reviendra aussi au fur et à mesure des interventions. Mais sur l'aspect bio-GNV et territoire, il faut comprendre que le bio-GNV, c'est comme un carburant qui est pleinement inscrit dans le territoire, que ce soit au niveau de la production, puisque c'est le biométhane, c'est l'énergie de nos territoires, puisqu'on va valoriser nos déchets pour en faire une source d'énergie. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour nos territoires. Donc, que ce soit la production,
que ce soit pour la distribution ou le transport. Il se trouve que nos territoires, et particulièrement l'Île-de-France, pas seulement, mais l'Île-de-France, a un atout majeur qui est son réseau et qui permet facilement soit d'injecter, soit de soutirer du gaz et qui facilite l'émergence d'infrastructures de cette nature-là. Et ça, c'est un véritable atout très spécifique à l'Île-de-France, où le réseau est de bonne qualité, de très bonne qualité et particulièrement dense. Donc production, distribution. Sur la partie commercialisation, c'est un carburant, on le sait, dont le TCO, mais je crois que Mme Charpenay l'a déjà évoqué, mais pourrait l'illustrer. Hein. Le prix de possession des véhicules est quand même très bas et très compétitif. Et par rapport à nos collectivités, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on a une logique de planification budgétaire et on peut acheter à l'avance des quantités de carburant. Et donc ça rentre vraiment dans la logique de planification budgétaire de nos collectivités. Donc ça convient, ça matche parfaitement à ces aspects-là. Donc il y a vraiment plein de raisons et d'atouts pour le BioGNV et territoire. Donc vous êtes une SEM qui déployait des infrastructures de BioGNV. Quel type d'investissement concret cela représente pour les territoires? Et vous pouvez parler du retour d'expérience des différents projets que vous avez menés depuis lors? D'accord. Alors, il y a pour les collectivités et leurs groupements, il y a différentes façons d'intervenir sur le BioGNV. Il y a bien sûr la façon la plus simple, j'ai envie de dire, et la plus pragmatique, qui est d'introduire un mix BioGNV dans les flottes de véhicules, les véhicules lourds, de bennes à ordures. Donc ça, c'est fait à grande échelle. Ça, c'est un premier mode d'intervention. Il y a un autre mode d'intervention qui consiste, et certains territoires le font, prochainement l'Essonne je crois, à essayer de caler des projets qui facilitent l'émergence de stations publiques BioGNV. Et on a quelques territoires qui sont assez moteurs là-dessus. Et puis il y a, je dirais, la version premium des collectivités ou des groupements de collectivités qui s'engagent à dynamiser la filière. C'est ce qu'a fait le CIGEF, le syndicat d'énergie, aux côtés d'autres partenaires, hein, qui sont la région, le SICTOM, le SIAP et le SIOM Vallée-Chevreuse. Ils ont créé une société d'économie mixte, donc une société privée mais avec des capitaux publics, que j'ai l'honneur de diriger, et qui avait pour l'objectif d'avoir un programme de construction de stations, non pas pour devenir une majeure de la distribution du BioGNV en Ile-de-France, mais pour dynamiser la filière et pour démontrer aussi la viabilité de cette filière-là. Et c'est le deuxième aspect de votre question. Cette filière, évidemment, sur les aspects environnementaux et opérationnels, encore une fois, Mme Charpenay témoigne de sa pertinence sur le territoire. Et moi, je peux témoigner de la viabilité économique et financière, puisque ça va être le troisième exercice comptable positif que l'on clôture. Et donc là, nos actionnaires publics qui ont investi dans la SEM, ils ont des actifs qu'ils ont rentabilisés et qui commencent à leur apporter de l'argent. Merci. Dernière question. Concrètement, on parlait d'incertitude réglementaire. Quelle remise en cause de la filière cela opérerait pour vous si les règlements CO2, si l'IRIC n'était pas promulgué suffisamment tôt? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact sur les investissements et les élus franciliens? Alors, moi, j'ai tendance à positiver, c'est-à-dire que je trouve que le tableau n'est pas si noir que ça. Alors, le règlement CO2 est vraiment très défavorable, mais si on a suivi un peu les discussions de coulisses qui ont prévalu au règlement, on sait très bien que le Parlement a pris acte de l'insuffisance de la méthode qui ne compte les émissions de CO2 qu'au pot d'échappement, et le Parlement a d'ailleurs enjoint la Commission à revoir sa méthodologie. On sait très bien aussi qu'il y avait un amendement qui favorisait le BioGNV, en tout cas le pénalisait moins, qui a été rejeté à 6 voix sur les plus de 600 et quelques. Il y aura une clause de revoyure et entre-temps, il y a eu beaucoup de pédagogie qui a été faite. On a quand même de bons espoirs pour dire qu'on va revenir un petit peu à la raison. Il y a d'autres directives, la directive RED 3 sur les énergies renouvelables, qui valorise parfaitement l'intérêt du biométhane, et notamment sur l'empreinte carbone. Je pense que vous en parlerez. Donc moi, je trouve que la situation n'est pas bonne et la dynamique est plutôt dans notre faveur et par un principe de réalité. Votre question qui était sur l'impact, si ça devait malgré tout passer en l'état, je pense que l'impact, il est très peu à court terme sur les collectivités qui ont des véhicules, parce que les véhicules, ils ont une durée de vie, les stations sont là, et donc les collectivités elles peuvent aller et continuer des véhicules tant que l'interdiction n'est pas présente. L'impact, il est plus sur les porteurs de projets d'infrastructure, puisque nous, on a besoin d'une visibilité à 15 ans. Elle est sur nous et elle est sur les constructeurs aussi.
L'impact, c'est éventuellement de briser ou de ralentir, de freiner la dynamique de construction de stations publiques. Donc l'engagement de la région Île-de-France sur la mobilité pour les bus et les cars au bio-GNV, c'est quelque chose qui est de nature à rassurer la SEM et les investissements que vous avez réalisés. Oui, de la SEM et j'ai envie de dire plus généralement les administrés, parce que je pense que c'est un positionnement qui est à la fois pragmatique mais aussi très rationnel. Pour un opérateur comme Île-de-France Mobilité et la région qui est partie prenante, simplement ce sont des gens qui sont dans l'opérationnel et qui regardent et qui voient qu'il y a un mix énergétique et que dans ce mix, le bio-GNV a une part importante, ne fera pas tout, mais a une part importante, et ça a du sens. Et la région, tout simplement, planifie ce qui est raisonnable. Et donc, nous, on a besoin de ça, investisseurs, en disant on est sur du rationnel, on a de la visibilité, et donc on va pouvoir faire émerger des infrastructures. Ok, merci beaucoup. Florent Tomino, vous êtes directeur général de Metagora. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est Metagora, dans un premier temps ? Alors bonjour et merci pour l'invitation sur la table ronde. Metagora est une structure qui doit faire le lien et le pont entre l'activité agricole, les producteurs de biométhane et les utilisations. C'était les utilisations et les grands acheteurs de biométhane. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un lien entre deux professions qui ont du mal des fois à se connaître, qui ne parlent pas forcément toujours le même langage, et de créer les conditions pour que justement la production soit en capacité de répondre aux besoins de la demande. Donc c'est vraiment faire le lien entre ces deux éléments-là. Ça se fait par deux éléments. Ça se fait par être capable d'avoir un réseau de production donc, en contractualisation avec les différents producteurs de biométhane, de biogaz puis de biométhane, et d'agréger les quantités de gaz, que ce soit physiquement ou que ce soit virtuellement, puisqu'on est fournisseur de gaz, et d'être capable derrière d'aller proposer des packages de gaz à des utilisateurs, à des acheteurs. Concrètement, par rapport à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, quelle est votre vision du bio-GNV comme débouché pour le biométhane de vos clients, produit par vos clients ? En fait, ce qu'on voit, c'est que le biométhane se développe. Les utilisations on est en train d'avoir une explosion des types de contractualisation. C'est-à-dire que toute la filière s'est développée au départ sur un seul mécanisme qui était assez simple, mais au final très coûteux pour l'État, qui était l'obligation d'achat, où l'État rachetait tout le biométhane. Et en fait, on a un système qui est en train, avec la croissance de la filière, qui est en train de se développer vers des solutions qui sont de beaucoup plus long terme, où on a des achats de gré à gré. Donc, on va avoir différents mécanismes qui sont en train de voir le jour, qui sont en train d'évoluer. On parle beaucoup des certificats de production de biométhane, on parle toujours d'une quantité résiduelle d'obligation d'achat, et on commence à parler de la partie GNV via l'IRIC. Vous en avez parlé, donc des contractualisations de gaz mobilité. Et ça, il va falloir que justement cette partie-là trouve sa voie. Nous, notre but, c'est d'être capable de proposer à l'acheteur une production stable, garantie et long terme. Vous en parliez sur un besoin, il y a des infrastructures il y a des investissements qui sont importants, que ce soit en flotte de véhicules, que ce soit en station. Nous, notre but, on a des investissements aussi importants à l'amont sur la partie production, donc c'est faire coïncider les deux pour être capable de se donner une visibilité sur la vente de gaz et de vous donner une visibilité sur l'achat de ce gaz carburant. Donc, la mobilité, dans le cadre des BPM mobilité que vous pourriez peut-être proposer, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça apporte de la visibilité, alors qu'au niveau CPB, on a encore un peu moins de visibilité. C'est exactement ça. C'est l'un des points qui a été très intéressant dans les avancées, notamment au niveau de l'IRIC ces dernières semaines, c'est la parution de la consultation par la DGEC de la trajectoire sur la production et les mécanismes de valorisation du biométhane. Et on a pour la première fois eu une vraie trajectoire concrète sur le gaz mobilité. Et le but va être d'être capable de créer cette voie-là, de la mettre en place sur des mécanismes qui vont paraître et qui devraient paraître, on l'espère, très prochainement pour la mise en place dès 2027. Les CPB sont basés sur une programmation triennale.
quand on fait des investissements, nous, on base nos investissements de plusieurs millions d'euros sur la production de biométhane sur des amortissements de 14 à 15 ans. Donc, une visibilité triennale est très insuffisante. Et c'est là que le GNV est beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là pour nous, parce que les intérêts sont les mêmes des deux côtés en fait, de la contractualisation. Et faire de la contractualisation sur 15 ans, à des prix qui sont fixes, qui sont régulés, et qui donc, apportent de la visibilité des deux côtés. Je crois qu'un bus, quand on a une durée de vie de plus de 10 ans, 15 ans, ça correspond à peu près à vos équilibres financiers. C'est assez proche, oui. Et dernièrement, vous aviez souvent parlé des atouts du biométhane par rapport aux autres énergies. Quand vous parlez d'économie circulaire, quand vous parlez de produire localement, consommer localement, c'est quelque chose qui fait sens par rapport à vos projets, prospects et organisations. Comment vous gérez cette organisation-là? Nous, on gère la production, on a des prospects répartis à peu près partout en France. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le gaz vert est une chance et une vraie opportunité pour la France. C'est-à-dire que c'est à l'heure actuelle, l'une des rares énergies qu'on est capable de produire dans nos campagnes, sur un territoire, avec des complémentarités entre les types d'installations qui vont s'adapter à chacun de ces territoires. On est capable de produire du biométhane. Notre premier hub de production, il est situé en Ardèche. Quand on regarde la carte de la production agricole, on ne se dirait pas forcément que c'est en Ardèche qu'on a le plus de potentiel de production de biomasse. Et pourtant, avec des installations qui seront adaptées, on est capable de produire là. Donc, on a un vrai potentiel. On a le plus gros potentiel de production de biomasse pour des buts de méthanisation agricole, basé sur des déchets, basé sur des biodéchets, basé sur des effluents d'élevage. On a le plus gros gisement en Europe. À nous de l'exploiter et d'être capable de le valoriser localement. Reza parlait de la partie certification RED. L'intégralité des installations qu'on accompagne, on les fait certifier RED. RED, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on certifie que le contenu carbone du gaz qu'on vend est au minimum 80% inférieur à la méthode de référence, c'est-à-dire à du gaz gris standard. Et je vais aller même plus loin, quand on est sur des installations basées sur des effluents d'élevage, de la valorisation de déchets agricoles, là, à l'heure actuelle, on vend du gaz à contenu carbone négatif. C'est-à-dire qu'on arrive à le faire passer en dessous de zéro. Il a des émissions nettes négatives. Merci beaucoup. Pour conclure la table ronde, Pierre Monin, vous êtes délégué territorial de Natran. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de Natran sur la filière BioGNV? Oui, bonjour à tous. Alors, Natran, opérateur du réseau de gaz, anciennement GRT Gaz, pour ceux qui sont de l'ancien monde, est à l'interface, justement, on vient de parler effectivement des besoins de production et des besoins de consommation au niveau de la filière mobilité du BioGNV, qui n'est autre que du biométhane. Eh bien, nous, on est ce réseau qui va permettre effectivement de transporter le gaz depuis la production jusqu'à la consommation. Et pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs, on inaugurait un 13e centre bus en région Île-de-France, à la RATP, à Villiers-le-Bel, qui est un centre bus que nous avons raccordé au réseau Natran pour pouvoir procurer ce bio-GNV qui va servir à alimenter une centaine de bus du réseau francilien. Alors, au-delà de ça, Natran est présent, bien sûr, pour animer cet écosystème, pour permettre de mettre en relation ses besoins et ses producteurs de biométhane, notamment à travers de la structure Prométa, qui intègre également la Chambre d'agriculture, la région, qui sont tous moteurs pour cette dynamique. Et les départements. Et le département. La PPE 3, on en a entendu parler, surtout par ces temps caniculaires. On pense qu'elle met beaucoup l'accent sur l'électrification des mobilités. Selon vous, est-ce que le bio-GNV est aujourd'hui suffisamment reconnu comme complément, ou est-ce que vous pensez qu'on a quelque chose d'autre à faire que simplement de l'électrification? Alors, d'abord, je me mets en porte-à-faux par rapport à ce que vous dites. La PPE 3, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a été publiée il y a quelques mois par décret, elle regarde comment on peut accélérer la décarbonation en regardant les possibilités de production sur le territoire français. Et elle a regardé effectivement le potentiel de production de biométhane sur le territoire français et
clairement, elle fixe une accélération de cette production de biométhane. Elle fixe un horizon de 44 TWh à l'horizon 2030 et jusqu'à 82 TWh à l'horizon 2035. Donc le biométhane fait partie intégrante de la vision que porte la France en termes de décarbonation du territoire. Là où il y a un paradoxe complet au niveau de l'État, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on nous martèle, depuis quelques semaines, qu'il faut de l'électrification à tout va dans tous les domaines. C'est complètement paradoxal. On a une PPE qui est parue il y a 2 mois, qui a, alors certes, elle n'a pas été votée par les assemblées, mais elle a été examinée au Parlement, elle a été examinée au Sénat, elle a fait l'objet de plusieurs années de débats, avec des débats qu'on portait d'ailleurs plutôt sur la partie pertinence du modèle électrique, pertinence des énergies renouvelables électriques, mais à aucun moment le modèle biométhane n'a été remis en cause. Donc le biométhane fait partie intégrante, est validé aujourd'hui par l'État comme étant une composante absolument nécessaire de notre décarbonation. Eh bien, c'est le cas également pour la mobilité, et les territoires, eux, le comprennent bien. La région Île-de-France s'est engagée, il y a 1 mois, dans un plan énergie 2026-2028 pour assurer notre souveraineté énergétique, pour assurer notre compétitivité, et donc continue dans cette voie. La région Île-de-France dit qu'il faut avoir une mobilité décarbonée majoritairement au biométhane, parce que c'est moins cher, parce que c'est efficace, parce qu'on sait développer des réseaux de manière rapide, hein, c'est moins de 2 ans pour avoir un raccordement de centre-bus au réseau gaz. On sait faire tout ça, ça marche, donc on se fixe comme objectif 70% de bus au biométhane à l'horizon 2030. Et derrière ça, on dit, en plus, on est capable, au niveau francilien, de produire ce biométhane. Donc le biométhane qui servira à alimenter ces centres-bus sera francilien. Ça, c'est extrêmement important. Et derrière, ça veut dire qu'on peut rebondir sur des mécanismes tels que celui que vous évoquez, comme le mécanisme des BPA. Concrètement, en termes d'équivalence, le nombre de bus que ça représente en énergie, vous l'avez... Alors aujourd'hui, enfin, à l'horizon 2029, on parle de 2 TWh de consommation de gaz par les bus en Ile-de-France. Donc 2 TWh, hein, c'est une quantité énorme. On doit être à 1,3 ou 1,4 TWh aujourd'hui de production de biométhane sur l'Île-de-France. Donc il faut continuer à produire du biogaz sur l'Île-de-France. C'est pour les bus, les cars, sans compter les poids lourds qui sont aussi partie prenante, toute la partie distribution et logistique qui a besoin d'énergie décarbonée pour l'Île-de-France. La PPE 3, elle mettait l'accent, comme vous l'aviez dit, sur des mécanismes différents que les offres d'achat, qui sont les CPB et les BPA. Est-ce que vous pensez que ces mécanismes extra-budgétaires vont pouvoir être un accélérateur de cette transition énergétique? Sur le BPA ? Oui. Alors oui, bien sûr, il faut s'appuyer sur les mécanismes existants, mais là encore, on a besoin de visibilité. Ça a été évoqué pour les CPB. Pour qu'on puisse s'appuyer sur ces dispositifs, il faut avoir de la visibilité. Quand on substitue aux tarifs d'achat d'autres mécanismes, il faut leur donner les capacités relatives aux ambitions. Et donc, effectivement, si on n'a pas cette visibilité sur les trajectoires CPB à long terme, eh bien, les producteurs et les fournisseurs, on ne va pas réussir à avoir des engagements de long terme sur les investissements nécessaires. Et c'est la même chose sur les BPA. Encore une fois, je salue l'ambition de la région Île-de-France, parce que le fait de lier cette dimension et d'avoir une politique globale qui englobe à la fois l'usage et la production va nous permettre d'avancer sur la mise en place de BPA. Merci beaucoup. En tout cas, on est amené à se revoir et à une filière qui est encourageante pour l'avenir. Merci beaucoup.